Marc Bérard a rencontré le maire de Gaspé, Daniel Côté, pour faire une mise à jour des dossiers de la ville, plus particulièrement sur le manque d'effectifs policiers, la rupture du service d'obstétrique à l'hôpital de Gaspé, la pénurie de main-d'œuvre et le nouvel accès au port de Sandy Beach. Bonjour Daniel, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va bien toi? Bien, bien, merci. Aujourd'hui, cette semaine, en tout cas, on se parle parce qu'il y a quelques petits dossiers dans lesquels on voudrait faire une petite mise au point pour la ville de Gaspé, en tout cas, parce qu'on a vu passer dernièrement dans les médias quelques sujets qui nous interpellent. On voulait commencer peut-être par le manque d'effectifs. Bon, on a vu passer dans le site de Radio-Canada un article sur le manque d'effectifs policiers. Alors, on voulait savoir si c'était quelque chose qui était comme dans un état général dans le temps dans la ville ou c'était juste à un certain moment donné. Comment est-ce que toi, tu pourrais nous retransmettre l'information? En fait, c'est arrivé à un certain moment donné. À ce qu'on a su, évidemment, on ne gère pas la Sûreté du Québec. Nous, on a des contrats de service avec la Sûreté, qui est notre fournisseur de sécurité publique municipale. Ceci dit, c'est arrivé du manque de personnel. On a été mis au courant. En tout cas, pour Gaspé, j'ai été mis au courant que c'est arrivé une fois. J'ai été mis au courant pour Grande-Vallée une fois ou deux également sur mon territoire de MRC. Mais bon, on n'a pas nécessairement toujours l'information en continu non plus. Ceci dit, la dernière fois que c'est arrivé, j'ai été mis au courant par la haute direction que ça s'était produit ou que ça se produirait. Heureusement, il n'y a rien arrivé de mal, mais honnêtement, on n'aime pas ça, tomber en découverture, tout comme on n'aime pas tomber en découverture parfois à l'hôpital. Mais ça arrive dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre actuelle, dans le contexte où cette pénurie de main-d'œuvre-là a créé une pression sur les travailleurs qui demeurent en poste, qui tombent fatigués à leur tour. Donc, on est dans une espèce de mauvais cercle actuellement, qui est, par exemple, un service de proximité qui doit fermer un peu plus tôt parce qu'il n'a pas de personnel. Par exemple, qu'un dépanneur ferme à 8 heures au lieu de fermer à 11 heures un certain soir parce qu'il manque de personnel, c'est un inconfort qu'on vit. Mais quand on vit des ruptures de service dans quelque chose d'essentiel comme la sécurité publique ou comme les services hospitaliers, ça devient de plus en plus problématique. Puis je ne veux pas être fataliste, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. On le sait que les prochaines années, ça va aller de mal en pis dans tous les services qu'on a, que ce soit de la restauration ou que ce soit jusqu'à l'hôpital ou jusque dans certains services municipaux ou même la police. C'est vrai qu'effectivement, au niveau de l'hôpital, ils ont été aussi touchés pas longtemps avec le service de, si je me trompe pas, d'obstétrique, hein, c'est ça? Okay. Effectivement, de nuit, effectivement. Donc là aussi, il y a eu une rupture de service récente, là, je pense que c'est 3 nuits où il n'y a pas eu de service. Encore une fois, la direction du CI3S nous prévient à l'avance avant de l'annoncer publiquement. Mais d'un autre côté, je me dis, je pourrais grimper dans les rideaux, je pourrais dire que ça n'a aucun sens. Mais est-ce que ça va donner du personnel de plus dans les hôpitaux? Est-ce que ça va donner du personnel de plus à la Sûreté du Québec? Nous, on parle à la haute direction, on les sensibilise au fait qu'on n'est pas à l'aise avec ça, mais de notre côté, eux nous disent, ben, avec une baguette magique, j'aurais du monde de plus, mais je suis pas capable d'en avoir actuellement. Du côté de la police, on sait qu'il y avait eu à un moment donné moins de formation ou de personnes formées à un certain moment donné, mais là, la ministre, en fait, l'ex-ministre de la Sécurité publique, qui est aujourd'hui au transport, là, Geneviève Guilbeault, lors de son mandat, la sécurité publique avait augmenté l'offre de formation à l'école de police de Nicolet, de sorte que tous les efforts qui peuvent être mis par les autorités pour éviter les ruptures de service, je le sais qu'ils sont faits. Je sais qu'au CI3S, ils travaillent très fort au recrutement de travailleurs étrangers. Encore une fois, c'est pas simple, parce que là, dans ce cas-là, il y a des reconnaissances d'équivalence. Si tu viens d'un pays étranger, tu n'as pas nécessairement les mêmes équivalences au niveau professionnel que si tu avais été formé ici. Bref, il y a tous ces enjeux-là aussi qui complexifient la tâche, mais sachant que la pénurie de personnel va s'amplifier encore dans les prochaines années. C'est le temps maintenant de prendre les bouchées doubles, de former davantage de travailleurs dans les services essentiels ou d'aller en recruter à l'étranger le plus possible présentement si on veut éviter des ruptures de services dans nos services essentiels. Ben, comme tu dis, si c'est quelque chose qui s'en vient, on le sait, il y a une pointe de l'iceberg qu'on voit apparaître. Comment est-ce que, je sais que c'est pas la ville qui gère ces services comme la police ou les hôpitaux, mais comment est-ce que la municipalité ou toi, en tant que préfet, est-ce que vous faites des projections à ce sujet-là ou vous faites des stratégies un peu pour faire venir du monde ou je sais pas c'est quoi qui peut être mis en place? Ben, en fait, c'est pas directement dans notre champ de responsabilité. Si on parle de faire venir des travailleurs étrangers, mais ça doit passer nécessairement par Québec et surtout par Ottawa. C'est beaucoup une compétence fédérale et en fait, il y a souvent de petites chicanes entre Québec et Ottawa qui freinent tout ça, ce qui fait en sorte que c'est long de recevoir des travailleurs étrangers ou des familles qui proviennent de d'autres pays.
Ça, c'est un élément. Les autres éléments, nous, ce qui nous préoccupe du côté municipal, c'est beaucoup nos travailleurs municipaux. À un moment donné, on le sait, on regarde la moyenne d'âge des camionneurs, par exemple. Autant dans le municipal que pour les services de livraison qui sont autour de nous, on voit que la moyenne d'âge est de plus en plus élevée, qu'il y a peu de relève dans ce type de métier-là. Le jour où on va se lever et on n'aura pas de personnes pour ramasser les poubelles, donc de chauffeurs de camions de vidange, le jour où on n'aura pas personne pour déneiger les routes, là, ça va devenir un sérieux casse-tête. Le jour où on n'aura plus de techniciens en eau potable pour s'assurer que l'eau quand vous ouvrez le robinet, que l'eau est potable à l'intérieur de la champlure, parce qu'on n'a pas personne qui a pu vérifier la qualité de cette eau-là, là, ça va devenir de sérieux casse-tête. Mais on le sait que il y a une tendance à aller vers des pénuries de main-d'œuvre dans ces secteurs-là également. Et ça, c'est carrément municipal. Ça, c'est vraiment sur nos propres épaules aux élus municipaux. On se met en action de ce côté-là. Mais encore une fois, s'il faut passer par de l'immigration, c'est pas nous qui contrôlons l'immigration. Donc, on est loin d'avoir tous les pouvoirs là-dedans. Par contre, un de nos jobs au niveau politique, et non pas nécessairement au niveau municipal, des jobs au niveau politique, c'est d'ouvrir les yeux aux personnes qui sont responsables de ce type de dossier-là. Et c'est ce qu'on fait en continu depuis les dernières années. Là. Depuis qu'on commence à vivre la pénurie de main-d'œuvre, on fait beaucoup de pression dans ce sens-là auprès de Québec et auprès d'Ottawa pour ouvrir les vannes, s'assurer que une bonne adéquation formation main-d'œuvre, soutenir les entreprises où des activités peuvent être robotisées, donc avoir moins de travailleurs pour faire la même job. Donc, aider en même temps à contrer la pénurie de main-d'œuvre. On fait pression dans ce sens-là également. On est loin d'avoir tous les leviers entre nos mains au municipal. Et pour terminer sur ce sujet, est-ce que, en tant que préfet, justement, de la MRC, tu es en contact aussi beaucoup avec les autres maires des municipalités, tu entends des échos similaires dans cette problématique-là? C'est partout pareil. C'est partout pareil, des pénuries d'effectifs dans les corps policiers ou dans les hôpitaux. Ils vivent aussi bien à Montréal qu'on le vit en Gaspésie. Ils vivent aussi bien au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on va le vivre en Estrie. Bref, c'est à peu près partout pareil, un peu à géométrie variable, mais de façon globale, ça se ressemble partout, ça frappe le Québec au complet et même au-delà. Je sais que dans d'autres pays, ils ont aussi des pénuries de main-d'œuvre dans des services essentiels comme ce qu'on vit. Bref, faut trouver des solutions, mais il n'y aura pas de baguette magique. Fait que soit qu'on diminue notre pression sur les services, donc qu'on en demande moins à ces services-là, ou soit qu'on trouve davantage de gens. Puis des gens, malheureusement, au Québec, on n'est pas capable d'avoir tous les gens qu'on a besoin pour combler ces services-là et s'assurer que notre population ait tous les services. Donc, dans ce contexte-là, on n'a pas le choix de regarder vers d'autres pays. On n'a pas le choix de regarder est-ce qu'il y a des travailleurs, par exemple, au niveau manufacturier, on a trouvé des perles. En fait, LM Wind Power a trouvé des perles aux Philippines. Ces gens-là ont des conjoints et des conjointes qui pourraient venir peut-être supporter le réseau de la santé également. Mais on doit éviter de travailler toujours en silo et en vase clos. On est capable au lieu de recruter seulement un travailleur qui est rattaché à une adresse d'une seule usine, on est capable de décloisonner tout ça et peut-être que la famille au complet pourrait venir à ce moment-là participer aussi à lutter contre cette pénurie de main-d'œuvre-là qu'on connaît, s'assurer qu'on garde un bon niveau de service dans notre population. Donc oui, je le vis. C'est beaucoup de mon chapeau de président de l'UMQ là, qu'on sillonne le territoire et qu'on réalise ces constats-là et qu'on travaille ensemble, là, tout l'ensemble du milieu municipal québécois, là, qu'on travaille ensemble dans cet objectif commun-là de lutter contre cette pénurie de main-d'œuvre. Là. Et puis un petit dernier sujet qui nous interpellait, c'était l'accès au port de Sandy Beach. Il en est où présentement ce projet-là? Ben, pour l'hiver, il n'y a pas nécessairement de travaux qui se font, évidemment. On doit attendre. En fait, ce qui reste à faire, grosso modo, c'est l'asphaltage de la route. Presque tous les autres travaux sont complétés. Dans un monde idéal, l'asphaltage aurait été fait à la fin de l'automne dernier. Ce qui est arrivé, en fait, il y a eu des délais, beaucoup d'autorisations gouvernementales du ministère de l'Environnement du Québec, mais aussi de Pêche et Océan Canada, qui est encore plus long que ceux de Québec. Pêche et Océan, pourquoi? Vous allez me dire, on traverse la montagne, c'est quoi le rapport de Pêche et Océan? Pêche et Océan gère l'habitat du poisson et il y avait des ruisseaux intermittents où il n'y a aucune trace de poisson possible. Pour les avoir visités, il n'y a même pas d'eau dans ces ruisseaux-là. Là. C'est des traces de ruisseaux, mais c'est considéré par les autorités fédérales comme de l'habitat du poisson. Donc, comme il y a de l'habitat du poisson, ça prend un stamp de Pêche et Océan Canada qui dit « Go, vous avez le droit de faire ces travaux-là, puis vous allez nous compenser l'habitat du poisson. » Un habitat du poisson sec où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de poisson, mais il faut quand même le compenser. Donc, il faut développer un projet de compensation ailleurs que sur ce site-là.
Bref, c'est toujours compliqué, c'est toujours lourd, mais ça a été long à obtenir ces autorisations-là. Donc, les travaux ont débuté plus tard. Ça n'a pas permis de faire l'asphaltage cet automne. In extremis, j'ai su que l'entrepreneur avait réussi à faire tous les ponceaux. On n'était pas sûr qu'il pourrait réussir à le faire avant les fêtes, mais ça semble avoir été fait et pas mal complété. Donc, il resterait l'asphaltage au printemps. La route devrait normalement être prête totalement pour le mois de juin. D'ici à là, il y aura possibilité, si jamais LM Wind Power en a besoin pour emmener les énormes pales de 107 mètres vers le port, il y aurait moyen d'ouvrir la route et de s'assurer qu'ils puissent être transportés, idéalement le plus tard possible au printemps, pour pas avoir à la déneiger 40 fois cet hiver. Mais dans ce contexte-là, on pourrait être en mesure d'opérer malgré tout avant l'asphaltage. Mais idéalement, il faudrait que ça aille après l'asphaltage, donc autour du mois de juin. La route pourra servir, quand elle sera asphaltée, qu'elle sera complète. C'est pas une route exclusive à LM Wind Power, on s'entend. C'est un chemin public. Il va pouvoir y avoir du développement autour de cette route-là également. En ouvrant la route, on est vu désenclaver tout près de 80 propriétés qui seront constructibles dans les prochaines années. Donc, on vient d'ouvrir du territoire pour en même temps aider à contrer la pénurie de logements qu'on connaît. Bref, je pense qu'on fait d'une pierre plusieurs coups avec cette route-là. Dans mon livre à moi, c'est la pierre angulaire du futur de Gaspé. Donc, je suis vraiment content qu'on ait réussi ce défi-là. Le défi connaîtra sa conclusion dans les prochains mois, au mois de juin ou plus tard. Ben, merci beaucoup, Daniel, pour ces éclaircissements et à bientôt. Merci à toi aussi, à bientôt. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.